Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 4e étape du Tour de France. On va revenir sur cette journée avec Sestrières, le col de Montgenèvre et le col du Galibier qui était au programme entre Pinerolo et Valois. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Si vous n'avez pas les moyens, déjà vous pouvez vous abonner. Je remercie les gens qui viennent de s'abonner, parce qu'il y en a pas mal ces derniers jours. Et puis, bien, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus la vidéo est mise en avant par l'algorithme de YouTube. Étape numéro 4, le grand résumé de cette journée. Journée avec quand même 3900 mètres de dénivelé positif selon Pro Cycling Stat. Ça a commencé déjà mal avec l'abandon de Casper Pedersen, le cours de la Quick Step, qui certes avait fini l'étape hier, elle était tombée à une dizaine de kilomètres de l'arrivée, mais avait bien une fracture de la clavicule. C'est donc le deuxième abandon sur la course après Gazzoli qui avait abandonné dès le départ, après une centaine de kilomètres de course seulement. Dès le kilomètre 0, pas mal d'attaques, nous avons notamment Campenart qui tente sa chance avec Van Aert et Abrahamson. Puis à 137 km de l'arrivée, vous avez Van Gils avec Ryan Gibbons et Kobe Gusson, le coureur d'Intermarché, qui vont tenter sa chance. Ensuite, vous avez Mats Pedersen qui va attaquer. Il va former un petit groupe avec Fred White, Kevin Genietz, Vandenbroek, Terrada. Vous allez avoir également Craig Anderson, Martinez, Garça Pierna, tous ces coureurs-là qui seront repris parce que derrière, Alpecin roule pour Jasper Philipsen. À 123 km de l'arrivée, donc quelques kilomètres après avoir été repris, Lenny Martinez est lâché, journée galère pour le Français, avec également Axel Laurence, Alexis Renard qui est tombé hier, et puis Tyson qui est également lâché. Alexis Renard, je ne sais pas si vous avez vu cette séquence où il s'engueule voilà, avec les propos, il s'engueule avec le coureur de la Israël. À 121 km de l'arrivée, nous arrivons au sprint intermédiaire en Italie. Et là, c'est Pedersen qui s'impose dans ce sprint intermédiaire devant Guermeil et Coca. Roglic est distancé à ce moment-là. Il est dans un deuxième groupe, mais il arrivera à revenir. Mais encore une fois, le coureur slovène, j'ai l'impression qu'il a du mal à avoir des gros changements de rythme. À 119 km de l'arrivée, c'est Van Gils qui attaque avec Stefan Williams. Au final, on va avoir beaucoup d'attaques, beaucoup de sprinters lâchés pendant une dizaine de kilomètres. Un groupe va réussir à prendre une dizaine, quinzaine de secondes d'avance, mais n'arrivera pas à aller au bout, avec notamment Julianson, Armirail, Romain Grégoire, Lascano, Garça Pierna, Barguil, Lutsenko et Johansson. Et le coureur de la Uno X, Johansson. Mais ce groupe-là sera repris à 111 km de l'arrivée. Et quelques kilomètres après, à 108 km de l'arrivée, 17 coureurs vont réussir à s'échapper. 17 coureurs qui arriveront à faire la différence et qui seront donc présents dans la bonne échappée. Parmi ces 17 coureurs, on en a plusieurs qui avaient déjà attaqué auparavant. Je pense à Christopher Julianson, je pense également à Bruno Armirail. Nous avons 3 Groupama FDJ avec David Gaudu, Romain Grégoire, Valentin Madoise. Vous avez également Mathieu Van Der Poel, le coureur de la Alpecin de Conan, Stefan Williams du côté d'Israël, Oyer Lascano à la Movistar, chez Arkea encore 2 hommes avec Raúl García Pierna et encore Christian Rodriguez et 2 Espagnols de l'équipe, Kobe Gusson du côté d'Intermarché, Warren Barguil du côté de la DSM, Lutsenko du côté de Astana, Tobias Aland, Johansson du côté de la Uno X, Total Energy avec Mathieu Burgodeau, Julien Bernard avec la Lidl Trek et Tobias Aland. Oui, Johansson qui était marqué 2 fois du côté de la Uno X. C'est 17 coureurs
qui ne vont jamais avoir énormément d'avance. Pourquoi? Parce que UAE roule derrière, continue de contrôler à 100 km de l'arrivée, donc après une dizaine de kilomètres où ils sont à l'avant de la course. Ces hommes n'ont qu'une minute 17 d'avance. Vous avez ensuite un groupe avec Van Aert de coureurs distancés à 2 minutes 03 et les sprinteurs, le reste des sprinteurs qui sont à 5 minutes 19 et à ce moment-là Roglic est revenu dans le peloton. On peut voir quand même que le rythme a été très élevé avec 39,2 km/h dans la première heure de course, qui est quand même vraiment impressionnant du côté de cette étape. À 89 km à 89 km de l'arrivée à Sestrières, nous avons Madouas qui accélère dans la montée, mais il sera battu par Stephen Williams, qui marque donc les 5 points de cette côte de deuxième catégorie. Derrière, EF roule avec majoritairement quand même la UAE. EF contrôle légèrement, mais c'est quand même UAE qui fait le rythme. À 68 km de l'arrivée à Montgenèvre, c'est Stephen Williams qui s'impose. Il bat sur le fil Barguil qui avait décidé d'anticiper. Vous avez ensuite Madouas qui est troisième. À ce moment-là, l'écart est de 2 minutes 26. En fait, l'écart max a été seulement de 3 minutes pour les hommes de tête. Et en sachant que du côté des hommes de tête, ça ne collabore pas extrêmement bien et que derrière, du côté du peloton, on roule très fort. Et surtout, la UAE décide d'accélérer dans la descente de ce col de Montgenèvre pour faire des cassures. Notamment encore une fois Roglic qui va être malmené. Voilà, c'est un moment important. Et à la fin de la descente de Montgenèvre, eh bien, l'écart entre les échappés et le peloton n'est plus que de 2 minutes 01. Cet écart va réaugmenter, mais vraiment que très légèrement dans les 10-15 prochains kilomètres. Et au pied du Galibier, à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, l'écart est seulement de 2 minutes 40 et les sprinteurs, eux, sont à 13 minutes 30. Donc ça doit rentrer normalement du côté des délais. Dans ce col du Galibier, c'est en fait un long rythme, notamment dans cette première partie avec le Lotaret, vent de face en plus, qui n'avantage absolument pas les échappés, qui n'arrivent pas à s'entendre énormément, qui ne roulent pas un gros tempo, et ce qui fait que le rythme diminue, l'écart diminue avec seulement 1 minute 10 à 33 km de l'arrivée. On sait que ce groupe-là n'ira pas au bout depuis déjà de nombreux kilomètres, et Lascano essaye de sortir avec Burgodo, mais Burgodo va complètement exploser. Il a tenté de suivre et il a vraiment implosé direct, et ce qui fait que Lascano va sortir avec Gaudu. Et on se retrouvera aussi avec Julianson et Johannesson, mais tous ces hommes vont être pris assez vite à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Mauvaise nouvelle pour les fans du coureur britannique, mais Simon Yates est lâché à 26 km 500 de l'arrivée. Il va être aidé par encore Julianson, qui fait quand même un sacré numéro aujourd'hui, pour tenter de limiter la casse. À 25 km de l'arrivée, c'est Carapaz qui est lâché, puis Enric Mas. Le rythme incessant de la UAE fait extrêmement mal. On va avoir également Pidcock qui va être lâché très tôt dans cette montée du col du Galibier, et puis ensuite vous avez Egan Bernal, Félix Gall également lâché à 23 km de l'arrivée. À 22 km 400, c'est Ciccone qui est lâché. Roglic est dans le dur, mais arrive à s'accrocher parce qu'il y a un moment d'internoiement entre Almeida et Ayuso. Ayuso a décidé de se mettre en dernière position du groupe. Ça ne plaît pas à Almeida, son équipier, qui demande de revenir, de ramener ses fesses très vite à l'avant du groupe. Sauf que ce petit moment d'internoiement, ça permet à Roglic de revenir. Mais à 19 km 700, Pogačar accélère, seulement Vingegaard arrive à suivre, mais il ne tiendra pas longtemps, seulement 300 mètres. Et ensuite, Pogačar arrive à sortir seul, et Vingegaard va être repris, notamment dans la descente, par un groupe où vous avez Carlos Rodriguez et surtout Remco Evenepoel qui arrivera à revenir sur ce groupe. C'est le Belge qui prend la deuxième place derrière Pogačar, et troisième Ayuso, qui va peut-être quand même ne pas se faire des amis du côté des équipiers de sa formation UAE Team Emirates. On passe aux 2 sondages du jour. Pour cette étape, je vous avais posé 2 questions, comme tous les soirs, comme tous les matins plutôt. La première question, pour vous, qui va gagner cette 4e étape? J'avais mis Jonas Vingegaard 10%, 5% Primož Roglic, Maxime Van Gils 1%, Wout Poels 3%, un autre coureur 80%. Je pense bien que dans les autres coureurs, beaucoup pensaient à Primož
pas du tout à Primož Roglič, mais plutôt à Tadej Pogačar. Et puis la deuxième question, c'était l'échappée peut-elle aller au bout? Et là, c'était oui à 55% et non à 45%. Et bien au final, l'échappée n'est pas du tout allée au bout. Note de l'étape, j'ai mis 7 sur 20. Il n'y a pas eu tant de spectacle que ça aujourd'hui. En fait, c'est le show Pogačar, mais qui fait, on va dire, un show, on est un petit peu habitué. Désormais, derrière, ça essaye de limiter la casse, mais il n'y a pas eu des contre-offensives, véritablement. Du côté de l'échappée, bon, elle n'a jamais cru à la victoire, cette échappée, il faut bien le dire non plus. En plus, ils n'ont pas mis tous les moyens pour pouvoir aller le plus loin possible. Donc, 7 sur 20, parce que cette étape m'a pas énormément plu. En même temps, je me disais, bon voilà, étape, le 4e jour de course, on peut se retrouver à avoir un scénario très bloqué. Au final, au niveau du général, le scénario n'est pas bloqué, ce qui va peut-être même créer des animations pendant ces 2 semaines et demie de course qu'il reste à vivre. Mais bon, on a bien compris très vite que chez UAE, si on décidait de rouler, c'est qu'on avait une idée en tête autour de Pogačar et qu'il était en très grande forme aujourd'hui. Donc il n'y a pas eu vraiment de surprise. C'est pour ça que je ne mets pas de bonne note, parce que j'ai pas été... il m'a manqué un truc par rapport à ce début par rapport aux 2 premières étapes de Tour de France, mais c'était quand même un peu mieux en termes de spectacle qu'hier, il faut bien le dire. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus, je rappelle le bilan des coureurs français ou des coureurs étrangers dans des équipes françaises. On commence donc du côté de ce bilan des Bleus avec les coureurs qui ont passé une journée, on va dire, correcte. C'est le cas pour Félix Gall, le coureur de la Décathlon AG2R qui finit 11e de cette étape dans un groupe notamment avec Egan Bernal et Adam Yates. Adam Yates au final qu'on a assez peu vu sur cette étape, c'est presque le UAE qu'on a le moins vu. Pour moi, pour Félix Gall, c'est pas une mauvaise journée. Il est dans le groupe avec Ciccone et Buitrago, donc des coureurs qui étaient quand même un peu mieux que lui Ciccone était quand même mieux que lui sur le mois de juin, et Buitrago, je pense, a fait une meilleure première partie de saison que Félix Gall. Au final, il est mieux que des coureurs comme Mas et Simon Yates. Lui, il n'a pas explosé comme ces coureurs-là. Encore une fois, dans l'objectif d'un Félix Gall qui est de confirmer son Tour de France de l'année dernière, donc c'est-à-dire essayer de faire encore une fois un top 10, c'est plutôt pas mal, en se souvenant que l'année dernière il était quand même monté en puissance à partir de la 2e et de la 3e semaine. Donc c'est un coureur qui sera peut-être encore mieux sur des étapes plus difficiles, c'est-à-dire dans les Pyrénées et dans les Alpes, parce que je rappelle que là on a commencé certes par une étape qui était difficile, l'étape numéro 4, mais qu'ensuite il faudra attendre quasiment la fin de la 2e semaine et les Pyrénées pour avoir vraiment des étapes très très dures en termes de dénivelé, en termes de difficulté. Donc c'est ça qu'il faut également prendre en compte, c'est qu'on va avoir quand même un énorme trou. Être au top de sa forme lors de l'étape numéro 4 n'est pas une assurance d'être au top en termes de résultats le 21 juillet prochain, je crois, le jour de la dernière étape de ce Tour de France. Et du côté de Félix Gall, je trouve qu'il est pas mal. Il est pas mal sur cette étape. Bon, il voit qu'il ne peut pas suivre les meilleurs. Ça, très clairement, il ne peut pas les suivre. Donc il a essayé de faire la course à son rythme, mais avec une équipe Décathlon qui est encore très solide, hein. Je trouve autour de lui, ça fait partie des collectifs qui ont quand même plutôt bien résisté pour aider le coureur autrichien. Alors ensuite, quand ça a accéléré fortement dans la montée du Galibier, là c'est vrai qu'il manquait un petit peu de personnel, mais en même temps il n'a pas les pareils peintres, notamment Félix Gall. Mais ouais, je trouve que du côté du coureur de la Décathlon G2R, il passe une journée qui est pas mal. Par exemple, il est avec Bernal, hein, quand même, hein, Gall, hein. Il est avec Egan Bernal, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, pour lui. Donc non, ouais, sur cette étape-là, voilà, il est avec un mec comme Egan Bernal. Il est 12e du général, désormais. Il est qu'à 1 seconde du top 10. Enfin, il est qu'à 1 seconde de Ciccone, même qui est 9e. Il est dans la même seconde que le top 10.
Si vous regardez bien, il est à 2 minutes de Landa et Almeida, mais ces deux coureurs-là vont devoir faire un travail d'équipier, donc vont peut-être perdre du temps. Et puis devant, dans le top 6, il y en a bien un qui va se planter entre Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, Ayuso, Roglic, Carlos Rodriguez. Donc ça veut dire que le top 5 est toujours faisable du côté de Félix Gall pour moi, tant qu'il y a ces 2 minutes 30. Mais là, les craquages vont être sévères cette année sur le Tour de France. Donc Félix Gall, faut qu'il attende son heure, je pense, très clairement. Mais c'est pas une mauvaise journée pour le coureur autrichien. Guillaume Martin, là aussi, pour moi, c'est une journée correcte. Quand tu vois avec qui il termine avec Yates, avec Henrik Mas. Bon, c'est des coureurs qui normalement sont meilleurs que lui. Il finit, il finit aussi avec Bilbao, hein, qui fait pas une super journée notamment. Pour moi, du côté de Guillaume Martin, il est à sa place. Voilà, il est à sa place. Il est avec du Meintjes, par exemple. Pour moi, c'est un niveau assez proche, hein, Martin et Meintjes. Il est avec du Jane Lay, du Jack Egg, par exemple. Donc pour moi, il est devant un Chris Harper, par exemple. Hein. Aujourd'hui, il est devant un Carapaz, donc qui a explosé, mais il est devant des coureurs qui, il est à sa place, tout simplement. Guillaume Martin, comme il l'a dit en interview, c'était pas une journée catastrophique, c'était pas non plus une très bonne journée. L'avantage aussi pour Guillaume, c'est que là, il devrait être à 6 minutes au général de tête. Guillaume Martin, il est à 4,40 au général, sauf qu'il va y avoir le chrono. On sait très bien qu'il va être à plus de 6 minutes à ce moment-là quand il y aura le chrono vendredi. Donc ça va lui permettre d'avoir des opportunités à partir de la deuxième semaine. Encore une fois, lui, l'objectif, c'est d'être entre 9 et 12, 13. Et l'objectif, c'est surtout aussi d'aller essayer de chercher une victoire d'étape, parce que c'est ce qui lui manque, une victoire d'étape. Du côté de Guillaume Martin, ça va être son véritable objectif aussi cette année au coureur français, mais là pour le général c'est pas mal. Il est là aussi à sa place, hein, pour moi. Il est avec du Stef Kras, du Meintjes. Il est avec des coureurs qui sont à son niveau, hein. Devant, c'est trop fort, tout simplement. J'ai envie de dire qu'il est qu'à 1 minute de Blasov, ce qui est déjà pas mal. Non, mais ouais, devant c'est trop costaud, hein, pour aller chercher les mecs de devant. Donc c'est là toute la complexité de la chose pour Guillaume Martin. Il y a peut-être 2 ou 3 ans, il aurait été en capacité d'accompagner le groupe Bernal, mais là c'était trop dur aujourd'hui. Et je trouve ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas complètement explosé non plus, hein, Guillaume Martin. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que certains auraient peut-être eu tendance à se désintéresser presque complètement de la course, à complètement exploser sur une étape de ce type-là. Donc là, il a réussi, lui, à poursuivre son rythme, son tempo. Donc ça, c'est plutôt très intéressant du côté de Guillaume Martin. Je termine avec David Gaudu, qui était dans l'échappée aujourd'hui. David, qui se retrouve à faire la course devant, avec Madouas également, qui était dans le groupe de tête. Bon, très clairement, quand il a été en capacité d'accélérer, il a été en capacité de changer de rythme. Après, son problème, c'est que dans cette échappée, il n'y a jamais eu un énorme tempo. Ça s'est jamais hyper bien entendu dans ce groupe-là. Ça n'a jamais roulé très fort. Et forcément, avec 2 minutes 40 dans le Galibier, il ne pouvait pas faire de miracle, hein, David Gaudu, très clairement. Surtout avec le vent de face qui était vraiment favorable au grand collectif, et notamment au grand collectif de la UAE. Mais sur les changements de rythme, notamment avec Lascano, hein, ils se sont pas mal battus avec Lascano qui a été très bon en juin, par exemple, avec Johannessen aussi, qui est très performant dans ce domaine-là, pour être en capacité de changer de rythme. Je trouve qu'il a vraiment été pas mal, Gaudu, donc c'est rassurant quant à sa condition physique. Je pense qu'il avait choisi cette étape véritablement pour se tester. C'était vraiment l'objectif aujourd'hui. Alors s'il pouvait gagner l'étape, il aurait été content, hein, mais l'objectif de Gaudu, je pense, c'était vraiment de se tester. C'est rassurant pour lui. Bon, maintenant, il faudra se concentrer sur les étapes, encore une fois, de deuxième semaine, de troisième semaine. Il y aura des opportunités pour les baroudeurs. Les équipes de leaders ne pourront pas tout contrôler. Et c'est à ce moment-là où David Gaudu, il faut qu'il en profite. S'il est très fort au même moment dans la course. Par contre, du côté de la Groupama FDJ, il y a un flop bien entendu aujourd'hui, c'est Lenny Martinez,
Journée galère pour Lenny Martinez, qui finit avec le groupe Eto des sprinters. Hein. Il finit dans le groupe Bennett, dans le groupe Arnaud Démarre. Ouais, ça a été une journée, c'est même le seul groupe AMA même dans ce groupe-là. Ça a été une journée compliquée. On sent qu'en début d'étape, il essaye de faire une attaque. Il est lâché très vite. Bon, c'est moyennement une surprise quand même, hein, parce que du côté de Lenny Martinez, le Tour de Suisse, il n'était pas exceptionnel. On avait vraiment le sentiment qu'il était sur une fin de cycle lors du Tour de Suisse. Ce Tour de France a l'air d'avoir été quand même préparé un petit peu à la dernière minute. Enfin, lui, il l'a préparé un petit peu à la dernière minute, même si son équipe disait « Ah, nous, on était au courant en interne, mais on ne l'avait pas prévu ». Cette phrase-là m'a troué le cul, pour le dire très clairement. Cette expression est fantastique. Mais du côté de Lenny Martinez, oui, bah, il est pas au top de sa forme. Hein. Et c'est un coup à le cramer, et puis c'est un coup à lui niquer sa réputation quand même. Hein. Parce que Martinez, là, je pense qu'il va être en difficulté pendant tout le Tour de France. C'est compliqué de se remettre d'un grand tour où tu t'es planté. Ça n'a déjà pas été si facile que ça pour lui l'année dernière, parce qu'il a pris le maillot rouge très vite sur la Vuelta. Ensuite, il a eu un petit peu du mal quand même à encaisser ça sur la deuxième partie de course, où il a eu du mal à aller chercher des grosses échappées. Donc il a déjà une expérience en grand tour qui est... certes, il y a eu un bon côté, mais il y a eu aussi quand même des gros bas. Donc c'est vrai que le deuxième grand tour, si tu repars encore sur une course difficile, bah déjà certains vont se poser des questions sur sa capacité à véritablement être performant sur des courses par étapes, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant c'est un peu la particularité de Lenny Martinez, c'est qu'il a été performant surtout sur des courses d'un jour. Et surtout, bah, bien entendu, hein, les personnes qui aiment bien parler, hein, Bernard Hinault notamment, vont être assez critiques sur lui. Mais quand tu vois l'idée voilà, de ne pas prévenir le coureur, si c'est vraiment vrai, c'est d'une stupidité sans nom. Et puis pour moi, oui, c'était compliqué pour un coureur comme Lenny Martinez. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse une deuxième Vuelta. J'aurais préféré parce que là, on a vu plus d'un coureur français s'effondrer quand même avec la pression médiatique nationale. C'est compliqué. Il n'y a pas que dans le cyclisme, hein. Il y a d'autres sports où c'est difficile. Roland-Garros pour les Français, c'est quand même pas évident non plus en termes de pression. Mais oui, pour Lenny Martinez, là pour le moment, c'est un peu la croix et la bannière. Alors est-ce que la situation va se rectifier? En plus, c'est un coup aussi à engendrer de la fatigue. S'il court et qu'il est vraiment fatigué, il pourrait peut-être ne pas pouvoir bien s'en sortir en fin de saison, Lenny Martinez. Donc je me demande ce qu'il fout sur ce Tour de France, vraiment. C'est une question que je me pose. Et surtout, j'avais déjà développé mes théories dans une vidéo précédente. Et surtout, oui, je suis assez inquiet sur sa capacité à être performant en deuxième partie de saison si ce Tour de France-là est un échec. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Les coureurs au top. Aujourd'hui, on commence avec Tadej Pogačar. Et oui, le coureur de la UAE, bah, ça a été sa journée. Hein. Alors, en même temps, il fallait pas qu'il soit, parce que si pendant toute la journée, il avait fait rouler son équipe et qu'à la fin, Vingegaard lui avait collé 30 secondes, il serait passé un petit peu pour un con. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire que quand tu mets comme ça ton équipe à rouler et que Nils Pollitt roule pendant plus d'une heure et demie en tête de peloton et que derrière, toute l'équipe se sacrifie pour toi, enfin, on y reviendra sur le cas Ayuso, mais une grande partie de l'équipe se sacrifie pour toi. Ouais, il faut réussir son coup. Hein. Je l'avais dit une année avec Sagan. Quand Labora avait fait un coup de bordure en tout début d'une étape du Tour de France et qu'à la fin Sagan n'avait pas gagné, j'avais dit oh putain, le soir à table, ça doit être difficile à vivre. Hein. Tu dois avoir des regards noirs sur toi, des équipiers qui ont les jambes en feu. Et ben là, Pogačar, je pense que les équipiers doivent être contents parce que le leader a réussi, peut-être même plus fort que ce qui était prévu. Parce que moi, je vous avais dit ce matin, bon, la descente, c'est pas la descente la plus technique. La descente pour arriver jusqu'à Valois, il y avait des séquences où je vous avais dit, voilà, il y avait 3-4 km qui étaient vraiment intenses,
où il fallait faire attention, mais il y avait des portions qui étaient très rectilignes. C'est pas la descente la pire qu'on aura sur le Tour de France, très clairement, cette descente du Galibier. Il y aura des descentes bien plus dures lors du dernier samedi. Hein. Le Turini et toutes les descentes sont dures lors du dernier samedi. Enfin, c'est une horreur. De toute façon, c'est quasiment une étape du rallye Monte Carlo, donc qui va être reprise en course, donc ça va être une horreur. Mais là, sur cette étape-là, réussir à mettre plus de 30 secondes à ses adversaires, c'est vraiment pas mal de la part de Pogacar. On voit qu'il a aussi marqué beaucoup de secondes avec les bonifs, parce qu'il prend 18 secondes de bonifs, avec le nouveau format des sprints bonifs où tu as 8, 5 et 2, ou 8, 5 et 3, je ne sais plus, pour les trois premiers. Ça change légèrement la donne, et là tu vois que Pogacar, il en a aussi profité, il voulait faire l'écart au sommet. Sa force a été de réussir à faire la différence par rapport à Vingegaard dans la montée. Parce que s'il y a un duo Vingegaard-Pogacar dans la descente, je pense que Vingegaard n'aurait pas passé de relais. Et donc au bout d'un moment, ça aurait énervé Pogacar et ça serait regardé et ça aurait peut-être profité à Rodriguez, à Evenepoel qui était derrière, à Ayuso aussi, peut-être aussi. Là, c'est vrai que ça a changé un petit peu la donne. Et puis du côté de Pogacar, après dans la descente, il a pris quand même d'énormes risques. C'est-à-dire, dans la descente, il était à la limite dans beaucoup de virages. C'était un peu showtime. Notamment, il y a un moment où il prend un virage sur la gauche. La paroi rocheuse n'est pas passée loin de l'épaule, hein, vraiment, dans certaines portions, parce qu'il était bien baissé. Et je pense qu'il ne devait pas y avoir plus que 40-50 cm entre le bord de l'épaule et le bord de la paroi rocheuse. Mais c'est des risques qui ont été payants à la fin parce que tu as 35 secondes d'avance sur cette étape, parce que tu en as plus de 50 au général, et que ça c'est plutôt intéressant, parce que Vingegaard, Pogacar sur le chrono, ces derniers temps ça a quand même plutôt été à l'avantage de Vingegaard. Sauf le fameux chrono, bah non, parce qu'il n'était pas là en plus, le chrono du côté du Tour du Pays Basque, parce que Pogacar n'était pas au Tour du Pays Basque. Et face à Remco Evenepoel, c'est peut-être aussi à l'avantage de Remco et pas forcément de Pogacar. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un petit peu de marche sur ses adversaires avant ce passage-là, avant l'étape des chemins blancs aussi, où vous pouvez avoir des crevaisons, vous pouvez avoir des problèmes pendant cette étape-là, c'est plutôt intéressant du côté de Tadej Pogacar. Gros travail de la UAE, ça c'est vrai qu'ils ont aussi fait mal aux adversaires. Parce que la UAE, ils font pas mal à l'équipe Visma, ils font pas mal à l'équipe Ineos également, parce que mentalement, ces équipes-là, elles se sont fait défoncer la gueule par la UAE. La UAE aujourd'hui a montré toute sa domination. On savait qu'on avait emmené une Dream Team, mais la Dream Team est en forme. Hein, donc ça, c'est aussi à prendre en compte. En fait, le seul qu'on n'a pas vu, c'est Adam Yates, qui a été au final très discret, mais s'ils ont été intelligents comme ce que faisait la Sky, un Adam Yates, c'est peut-être prévu pour la 3e semaine. Et qu'ils ont, ils ont peut-être prévu des pics de forme différents entre leurs équipiers. Parce que là aujourd'hui, par exemple, Polite, sacrément costaud quand même. Hein. Donc je ne sais pas s'il sera encore très fort en 3e semaine. Et c'est là où peut-être un Adam Yates ou peut-être un Pavel Sivakov seront très costauds à ce moment-là et pourront encore aider Pogacar. Non, le seul accro, ça a été ce moment de flottement entre Ayuso et Almeida, où vous avez Almeida qui engueule Ayuso, hein, il faut bien le dire, là, en guirlandais, en lui disant tu vas pointer ton cul devant, puis il n'y a pas que moi qui va travailler, on a dit qu'on faisait des relais, tu prends des relais. Tu fais pas le branquignol derrière. Alors c'est vrai qu'Ayuso, encore une fois, c'est aussi un problème, parce que c'est le problème de la gestion des égos. Quand tu as autant de leaders de ce type-là, Ayuso est quand même un coureur qui est une pépite aujourd'hui. Il faut réussir à gérer ces différents égos. Alors avec Almeida, ça se passe bien. Avec d'autres coureurs, c'est peut-être plus compliqué. Et Ayuso, il va peut-être être le calife à la place du calife, le coureur espagnol. Et c'est vrai que là, je pense que dans l'effectif, il s'est peut-être pas fait que des amis. Et peut-être que, alors je sais pas si Pogacar a vu ça, mais peut-être que du côté de la direction sportive, on va lui tirer les oreilles.
dans 2-3 jours en lui disant non, le chrono tu vas pas le faire à fond. Parce que tu aurais pu le faire à fond si tu avais fait le travail correctement dans l'étape du Galibier. Il y aura peut-être des coups un petit peu de pression de ce type-là. Deuxième coureur au top, Remco Evenepoel. On m'a reproché de ne pas l'avoir mis dans l'étape de dimanche. Remco Evenepoel. J'ai fait un choix, j'ai décidé de mettre Carapaz. Voilà, hein, c'était un choix de ma part. Ça ne veut pas dire que je considère que Remco Evenepoel avait fait une mauvaise journée, parce que sinon je l'aurais mis parmi les bonnets d'âne. Vous savez, quand je parle pas d'un coureur, c'est pas forcément mauvais signe. Hein. Il faut mieux même que je ne parle pas d'un coureur que je le mette dans les bonnets d'âne. Voilà, donc dans le cas de Remco Evenepoel, c'est juste que j'ai choisi Carapaz parce qu'il y avait ce côté où je pouvais parler de la fameuse sélection olympique. Du côté de Remco Evenepoel, il est déjà sélectionné, donc là il n'y avait pas ce problème-là. Et peut-être des nœuds dans le cerveau des sélectionneurs équatoriens. Du côté de Remco Evenepoel aujourd'hui, j'ai hésité quand même sur la fin de le mettre au top parce que la descente est vraiment pas réussie. Et encore une fois, la descente du Galibier n'est pas la descente la plus technique que l'on aura sur ce Tour de France. Ça veut dire que s'il est déjà en difficulté sur une descente de ce type-là, il va falloir faire attention sur d'autres journées où il pourrait perdre beaucoup de temps dans cet exercice. Par contre, au niveau physique, il est très très fort. C'est-à-dire que là déjà, il fait partie des derniers à être éliminé. Encore une fois, on est sur le Galibier 2006. Alors en Italie, sur la première semaine, il était monté qu'une fois à 2000 sur le Tour d'Italie l'année dernière, de souvenir. Et l'année où il gagne le Tour d'Espagne, il fait que la Sierra Nevada. Et sur la Sierra Nevada, il avait eu un petit peu de mal. C'était pas la meilleure journée de sa vie. Donc là, la Sierra Nevada, c'est 2000 pile en plus, ça doit être 2000 ou 2100. Là, on est à 2006. On est un step au-dessus, encore, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de kilomètres. Alors certes, on va me dire, oui, il y avait les passages avec du vent, où c'est vrai qu'un Remco Evenepoel, comme il est très compact sur son vélo, il arrive à se protéger par rapport aux autres coureurs du vent. Mais du côté de Remco Evenepoel, c'est vrai que sur la dernière portion, il est très très solide. Il y a du monde qui saute avant lui, quand même. Il saute il n'est pas très loin de Vingegaard en plus. Si tu regardes bien, il est à 20 secondes de Vingegaard au sommet. À peine 20 secondes de Vingegaard au sommet. Donc c'est vraiment très bien de la part de Remco Evenepoel. On a vu aussi du très bon Landa. C'est-à-dire qu'en plus, tu as un deuxième équipier, tu as un équipier qui peut t'aider. Van Wilder était pas très loin. Le classement par équipe aujourd'hui de la Quick Step était vraiment pas mauvais. Parce que Van Wilder, il est dans un groupe, c'est dans le groupe, je crois, avec Henrik Mas. Vous avez donc Remco Evenepoel qui est dans le deuxième groupe. Et vous avez Landa qui est dans le troisième groupe avec Almeida. Donc c'est plutôt une très bonne journée du côté de la Quick Step. Donc on sait qu'on a une équipe qui est solide et le leader pour le moment est solide, Remco Evenepoel. Alors la question c'est est-ce que ça va tenir sur 3 semaines de course? Mais là aujourd'hui sur cette étape-là, sur un one-shot, avec l'altitude, il a très très bien réussi à s'en sortir. Là, le défaut très clairement de Remco Evenepoel, ça a été la descente où il l'a dit même en interview après course, il a fait des erreurs dans la descente. Oui, et encore une fois, ce n'est pas la plus technique, donc il faudra être plus à l'aise dans ce domaine-là parce que le samedi avant l'arrivée, ça va être très technique. J'ai même envie de dire que s'il veut gagner le contre-la-montre de Monaco, il va y avoir des descentes rapides. Alors, c'est pas les descentes les plus techniques, mais c'est des descentes où ça va très très vite. Donc, s'il a un problème avec la vitesse, ça va pas être simple. Donc, il faudra rectifier ça du côté de Remco Evenepoel. Contrairement aux Belges, un coureur qui lui a fait une grosse descente, Carlos Rodriguez, le coureur de la Ineos. Bonne journée pour Carlos Rodriguez pour plusieurs raisons. Déjà parce que, un peu comme Remco Evenepoel, il est avec les meilleurs. Dans la descente. Alors lui, il prend des risques dans la descente. On sait qu'il prend des risques dans la descente. Le problème de Rodriguez, c'est que des fois, il va un peu trop loin. C'est la gestion du risque qu'il a du mal à faire. C'est-à-dire que c'est souvent à bloc, à fond, la poignée de gaz à fond, et puis des moments, ça passe pas du côté de Carlos Rodriguez. Donc là, c'est passé dans cette descente. Mais lui aussi, il attaque fort. Mais c'est surtout une bonne journée pour Rodriguez parce que déjà, il arrive à suivre tout le monde. Et surtout, Pidcock n'est pas dans le coup.
Et Geraint Thomas lui avait déjà perdu du temps, donc on sait qu'il était un petit peu plus loin. Et Egan Bernal aussi a perdu du temps. C'est-à-dire, encore une fois, dans cette hiérarchie, dans cette équipe, dans la manière de gérer les différents leaders, du côté de Rodriguez, on sera le top leader de cette formation. Ce qui veut dire qu'en termes de protection sur le plat, ça va peut-être être amélioré, mais ça veut dire aussi qu'il va peut-être y avoir un Egan Bernal qui va travailler pour lui, un Thomas Pidcock qui va travailler pour lui. Et je rappelle qu'au départ, on avait du mal, moi j'avais du mal à déterminer quel était le leader de cette formation. Ce soir, je pense qu'on a une hiérarchie qui est beaucoup plus claire du côté de cette équipe Ineos. C'est Rodriguez en 1, Bernal en 2, et Geraint Thomas et Pidcock auront des rôles d'équipiers. Donc c'est beaucoup plus simple à gérer dans ce genre de situation pour Ineos. Ça va être plus simple à gérer également du côté de Rodriguez. Il confirme le talent. Il a beaucoup de talent, Carlos Rodriguez. C'est pas le coureur dont on parle le plus. Alors moi, c'est vrai que j'en parle pas mal sur la chaîne, mais je pense qu'il y a d'autres suiveurs du cyclisme qui n'en parlent pas tant que ça. Et pourtant, c'est un coureur qui est très talentueux, Carlos Rodriguez. Moi qui m'avais impressionné lors de sa Vuelta, donc en 2021, où je l'avais trouvé très très... Non, c'était en 2022. C'était en 2022 la Vuelta. Où il tombe le dernier samedi. Je l'avais trouvé vraiment, c'était un coureur qui était très très intéressant, Carlos Rodriguez, et moi je trouve qu'ils ont bien fait du côté de Ineos de miser sur ce coureur-là, parce qu'aujourd'hui, on voit que c'est un coureur qui est très très costaud. Du côté de Carlos Rodriguez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne de cette 4e étape du Tour de France du côté du Galibier. On commence avec la team Visma Leaseback. Alors je parle bien de l'équipe, pas de Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard lui a pas fait une belle étape. Bon, surtout que je rappelle qu'il y a encore 4 jours, il a repris qu'il y a 4 jours la course, techniquement Jonas Vingegaard. Donc lui, il a passé une bonne étape. Qu'il n'arrive pas à accrocher la roue de Pogacar, ça montre que ça reste un être humain déjà, Vingegaard, et que il lui manque du temps de course, tout simplement. Là, il lui manque du temps de course. La question est encore une fois de savoir est-ce qu'en 3e semaine, il n'y aura pas une accumulation de fatigue comme on avait eu l'année dernière pour Pogacar, et qui fait qu'il n'arrivera pas au final à peut-être taquiner Pogacar sur la 3e semaine, et que c'est peut-être un autre homme qui sera l'homme fort. C'est peut-être Evenepoel, Rodriguez qui seront les hommes forts de la 3e semaine. Non, le problème c'est l'équipe. L'équipe, alors on savait qu'elle n'était pas très forte cette équipe, mais alors de pas très fort à prendre l'eau à ce point-là, en fait à part Jorgensen, derrière c'est le néant. Kelderman, très dur. Van Aert, inexistant. Van Aert quand même depuis... ça fait 4 jours. Bon, il y a eu la première étape où il fait 3, mais c'est vrai que je trouve que dans le collectif là aujourd'hui, il a été inexistant. La première étape il fait 3, bon hier il fait déjà pas le sprint. Ce qui je trouve est quand même assez surprenant quand on voit un sprinter sur une grande course avec en plus potentiellement un poisson pilote de ne pas faire de sprint, c'est quand même surprenant. Mais là, je trouve que Van Aert, sur cette étape-là, il y avait 3900 de dénivelé positif. Je suis assez surpris qu'on ne le voit pas dans les 25 derniers, Van Aert. Donc ce qui montre que peut-être la condition physique n'est pas exceptionnelle pour Van Aert. Moi, il m'avait semblé plutôt bien samedi, quand il replaçait notamment Vingegaard. Là, c'était pas le cas. Et puis après, on regarde bien entendu la faiblesse de cette formation. Bart Lehman, là aussi, l'invité de dernière minute, c'était pas exceptionnel du côté de la Visma Leaseback. Tratnik, au final, il fait une place derrière Kelderman. Donc Tratnik, Benoît, les trois terminent entre 10 et 11 minutes 40. Ils terminent à la porte entre 40 et 50. Ils finissent les trois.
Mais Kelderman, vraiment, c'est bizarre. Alors je pense qu'il y a peut-être la raison pour Kelderman, c'est peut-être la chute, hein. Parce que c'est vrai que le mois de juin de Kelderman était pas mal. Bon, Traknik, il fait quand même pas une année exceptionnelle, je trouve. Et puis Benoît, il est moins fort que les années précédentes aussi. Le coureur belge, Bart Lemon fait 79. Bon, Laporte et Van Aert sont dans des groupes étaux avec Laporte qui finit même devant Van Aert. Euh, donc c'est Van Aert le dernier de l'équipe aujourd'hui, de manière assez surprenante. Alors c'est vrai que certains m'ont rappelé hier du côté de Van Aert. J'avais complètement zappé ce truc-là, ça m'était sorti de la tête que c'est vrai que de base il devait faire le Giro Van Aert et que c'est annulé tout simplement parce que bah, à cause de sa chute. C'est la chute qui a annulé sa participation sur le Giro, mais c'est vrai que de base il devait faire le Giro Wout Van Aert. Et que donc, bah là, forcément, dans la préparation, ça a tout décalé. Et c'est peut-être ça le problème de Wout. Mais assez surpris quand même de son étape du jour. J'ai trouvé très décevant Wout Van Aert. Et puis derrière, bah oui, l'équipe a pris l'eau. C'est ça le gros problème en face de Vingegaard. C'est que quand tu vois la faiblesse de son équipe, tu te dis, bon, Ineos, ils peuvent peut-être faire quelque chose. Tu te dis même Decathlon AG2R a moins pris l'eau presque que la Visma. Là, tu te dis, bah, si tu veux renverser la table, Vingegaard, il faudra qu'il compte presque que sur lui-même, hein. C'est-à-dire que si Vingegaard, il a envie en troisième semaine de repartir sur une autre action, soit faut qu'il soit aidé par Roglic, faut qu'il soit aidé par d'autres équipes, mais avec sa formation seule, ça va quand même être très compliqué. Il faudra qu'il parte de loin, hein, Vingegaard. Alors, il faudra qu'il parte à 80 bornes de l'arrivée, parce que son équipe, de toute manière, lui servira pas à grand-chose. Donc ça, c'est quand même pas l'idéal pour le coureur danois. Deuxième flop du jour, eh bien c'est Enric Mas. Alors j'ai envie de dire, bon bah oui, hein, mauvaise journée pour le coureur espagnol qui finit 25e de l'étape à 4,01. Enric Mas, aidé notamment dans le final par Mühlberger qui était avec lui. Là du côté de la Movistar, on avait un peu plus d'équipe. C'est toujours pas une réussite le Tour de France et Enric Mas. Ça fait depuis quelques temps que c'est pas évident pour Henrik sur le Tour de France. Euh, du côté du coureur espagnol, bah là il était vraiment un tour en dessous, un gros tour en dessous quand même, hein, de ses adversaires. Et tu te dis surtout dans une potentialité d'avoir un top 5 du côté d'Henrik Mas, bah aujourd'hui il a cet objectif-là a pris un gros coup derrière la tête, hein. Ça a pris un petit peu du plomb dans l'aile. C'est-à-dire que Enric Mas, potentiel top 5 du prochain Tour de France, ça va quand même être pas évident du tout. Parce que il se retrouve loin, désormais au général. Il y a quand même pas mal de coureurs qui se sont pas plantés aujourd'hui, ou qui se sont moins plantés que lui, hein. Un Ciccone, ça a été mieux. Un Félix Gall, ça a été mieux. Un Buitrago, ça a été mieux également. Vous avez Yann Bernal qui a fait quand même une meilleure journée. Donc là, ça le place loin. Ça le place quand même dans un groupe qui est loin. Et puis, il semblait pas exceptionnel physiquement. Parce que Enric Mas, il est lâché après Carapaz et Yates. Mais Yates, alors il a quand même bien réussi à rectifier le tir parce qu'il finit dans le même groupe qu'Enric Mas. Carapaz finit derrière, il fait partie des premiers lâchés. Il fait partie des premiers coureurs qui ont sauté du côté de cette étape. Donc ouais, ça a été compliqué. Compliqué pour Enric Mas, qui ne s'est pas affolé, mais qui perd quand même 4 minutes sur Pogacar et 3 minutes quasi. Enfin, il se retrouve à plus de 2 minutes du top 10. Hein, parce que Mas, il est Enric Mas, il se retrouve à être 20e du général, donc il a 4 minutes 40 pour un top 10 qui est à 3 minutes 21. Donc voilà. Donc il est déjà à 1 minute 20 du top 10.
Alors je sais bien qu'encore une fois dans le top 10, il y a des coureurs qui vont s'écrouler. Il y a des coureurs qui vont souffrir, mais bon quand même, c'est pas l'idéal du tout pour Enric Mas, surtout dès la première étape de montagne, quoi. Ça ne met pas forcément hyper en confiance du côté de cette formation. Je pense qu'on avait déjà un petit peu des doutes quand même sur Enric Mas, puisqu'on a vu quand même Lascano en échappée, on a eu beaucoup de coureurs en échappée du côté de cette formation, Oliveira aussi, qui était parti en échappée lors de l'étape remportée par Kevin Vauquelin. Donc, ce qui voulait peut-être bien dire qu'on n'était pas en pleine confiance du côté du potentiel résultat de ce coureur. Pello Bilbao également, aujourd'hui qui finit derrière Buitrago par exemple du côté de la Bahreïn. Simon Yates donc, et Carapaz aussi qui ont passé une mauvaise journée. Puis je termine avec Oscar Onley. Oscar Onley il perd 9 minutes aujourd'hui, le coureur britannique. Donc voilà, c'est déjà un coureur qui est maintenant à 12 minutes 42 parce qu'il avait déjà perdu un petit peu de temps. Oscar Onley, début de Tour de France difficile pour la pépite britannique. Alors ça va quand même un peu mieux que Lenny Martinez, mais pour l'instant il n'est pas en mesure de jouer avec les meilleurs. C'est peut-être la clavicule. C'est vrai que le fait de se faire 2 clavicules dans la même année, au bout d'un moment ça a des conséquences et la préparation de la saison a été complètement modifiée pour le coureur britannique et il avait réussi à pas trop mal s'en sortir sur le Tour de Suisse, mais il a peut-être dû accumuler un nombre de séquences d'entraînement à forte intensité et au bout d'un moment ça engendre de la fatigue tout simplement, et peut-être qu'il est juste à court de forme et avec une grosse opposition comme on a sur ce Tour de France, c'est un petit peu limite pour le Britannique. Ça veut dire qu'à 12 minutes, malgré tout, maintenant, tu peux partir en échappée. Et ça sera peut-être l'objectif du coureur de Kelso en Grande-Bretagne. Kelso, c'est même où? C'est pas indiqué sur la carte. Voilà, Kelso. C'est une commune qui a accueilli 2 arrivées du Tour de Grande-Bretagne. Deux arrivées d'étape. Mais on espère que ça ira mieux du côté de Oscar Onley dans les prochains jours. On espère. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. On regarde tout de suite les différents classements pour finir cette vidéo. On commence par le classement de l'étape. Donc Pogačar en tête devant Remco Evenepoel, Ayuso, Roglic, Vingegaard, Pogačar qui fait le plein également en bonification avec 18 secondes face aux 8 secondes de Remco Evenepoel, Ayuso, 4 secondes et 5 secondes pour Jonas Vingegaard. Pour le moment, je crois que tout le monde est arrivé, Gaviria étant le dernier de cette étape, tout le monde est rentré dans les délais pour 4 minutes, comme vous pouvez le voir. Et Casper Pedersen, lui, était non partant ce matin, ça on l'avait déjà dit. Du côté du classement général, là, pas mal de chambardements, donc avec Pogačar qui prend la première place. 45 secondes désormais d'avance sur Remco Evenepoel. Vingegaard est à 50 secondes. Ayuso à 1,10. Roglic à 1 minute 14. Carlos Rodriguez à 1,16. Vous avez ensuite Ciccone déjà à 3 minutes 20. Pour le moment 9e. Bernal à 3,21 dans un groupe avec Jorgensen, Gall et Adam Yates. Vous avez Vlasov à 3,44, Buitrago à 4,10 et puis un groupe avec Bilbao, Guillaume Martin, Simon Yates, Enric Mas, lui qui est à 4 minutes 40, c'est Carapaz qui est à 5,28 et Steph Kras à 5 minutes 30 car il avait déjà perdu du temps précédemment. Le petit point Luis Mentiès, il est pour le moment 28e à 6 minutes 50, le Sud-Africain juste devant Geraint Thomas, c'est quand même pas mal. Pour Luis Mentiès. Du côté du maillot vert, Abrahamsen en tête avec 4 petits points d'avance sur Binyam Girmay. Vous avez ensuite Mats Pedersen, Kevin Vauquelin, Brian Cocard, toujours dans ce top 5. Pedersen qui a gagné une position, car il a fait le sprint intermédiaire, on en avait déjà parlé. Du côté du maillot à pois, Abrahamsen certes en tête, mais Pogačar est désormais 2e avec 20 points. On retrouve ensuite Madouas, Vingegaard, Evenepoel également à 12 points. Stephen Williams, qui était dans l'échappée aujourd'hui, a pris 10 points dans cette étape du côté du classement du maillot blanc, alors que le chat a décidé de rentrer dans la litière. Eh bien, Remco Evenepoel est en tête avec 25 secondes d'avance sur Ayuso, Rodriguez à 31 secondes, donc on voit que
Le match est assez serré. Jorgensen à 2,36. 3,25 pour Buitrago. Van Wilder à 4,56 qui a remporté le sprint d'un des pelotons. Et puis ensuite, on retrouve Benelli qui était pas mal parce qu'il a quand même attendu Carapaz. Mais sinon, il était plutôt pas mal dans l'étape Benelli. Et vous voyez Oscar Only, dont on parlait, qui a perdu 9 minutes aujourd'hui, qui se retrouve 10e. Et puis du côté du classement par équipe, eh bien, c'est la UAE qui est devant, avec cette excellente journée devant Ineos 4,54, 5,02 pour la Soudal. La Red Bull est à 6,34, la Bahreïn à 11 minutes 27 et la Movistar se retrouve donc 6e, alors qu'elle était en tête à 13 minutes 24. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méric Production. Ciao, ciao!